C'est bon, ça filme. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du champagne biologique et de mon projet que je mène en partenariat avec Chassenet d'Ars, chez qui je suis en alternance tout simplement. Alors je vous invite à aller regarder les précédents podcasts que j'ai fait pour le rendu précédent. Ça permettra de vous remettre dans l'ambiance, de savoir, de connaître l'état des lieux, les bases du sujet. Je vais faire un court récapitulatif dans cette vidéo, mais si vous voulez avoir toutes les infos, je vous mets les liens du podcast dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Au moins le premier épisode et le dernier si vous voulez bien comprendre la chose. Alors ce projet, il s'est fait en plusieurs phases. Si on devait résumer, il y a d'abord eu s'approprier le sujet, organiser les infos, synthétiser les infos, analyser, problématiser, conceptualiser le projet et faire des choix stratégiques. Ensuite, il y a eu le rendez-vous de cadrage qui a permis de cerner l'avancée potentielle du projet et la tournure que ça allait prendre. Donc ça, c'est le rendez-vous qui a été fait avec l'entreprise. Là, je vais essayer de résumer brièvement où j'en étais et les échanges qui ont pu être faits avec l'entreprise pour vous faire tout simplement un compte-rendu de là où j'en suis dans ce projet. Donc tout d'abord, le premier problème que j'ai identifié pour ce projet, c'était la cuvée bio se vend mal de chez Chassenet. Donc c'est une cuvée bio qui est sortie l'année dernière. C'est un millésime 2013. Donc d'abord pour ce sujet, j'ai dû m'intéresser à qui consommait bio. Parce que quand je suis arrivé chez Chassenet, je connaissais très peu de choses sur le monde du champagne et encore moins sur le monde du bio. Et étant donné que le champagne biologique, ça relève un produit qui est nouveau, c'est une innovation, on ne savait pas qui était la cible de ce champagne, qui consommait ce champagne biologique. Il y avait très peu de données qui existaient là-dessus. Donc je me suis intéressé à qui consommait bio et qui consommait du champagne. Ensuite, j'ai entrecroisé ces données et ça a permis de nous donner une idée du consommateur potentiel. Il faut savoir que le bio, notamment le bio en France, c'est un chiffre d'affaires qui est en constante évolution. Et notamment quand on peut voir sur ces chiffres, en 2020, c'était plus de 20 000 emplois et 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Sur la consommation aussi de bio, il faut savoir que 9 Français sur 10 consomment bio, 73% avouent en consommer au moins une fois par mois, et sur ces 73%, 13% en consomment tous les jours, donc ça représente un chiffre de consommateurs énorme. Il y a aussi une donnée qui est intéressante pour ce projet, c'est selon l'étude menée par Agence Bio, plus de 60% des personnes sondées disent avoir une confiance mitigée envers les produits biologiques. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières, notamment l'origine des produits biologiques, qui parfois peut être un peu floue, la réglementation sur l'agriculture biologique, il y a un manque de connaissance du public par rapport à ça, et le contrôle des produits biologiques, les gens se posent beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Donc, par rapport au panel de consommateurs bio, ça va de ce que cette étude a appelé les jeunes citadins peu attachés aux bio-citoyens ambassadeurs. Donc là, on a vraiment plusieurs cas. Il y a aussi une donnée très importante, et ça faisait partie aussi du brief de départ de ce projet, c'était toucher une cible plus jeune, et ça colle parfaitement quand on regarde qui consomme bio. Par exemple, notamment ce chiffre à droite, 70% des moins de 25 ans savent ce que signifie le logo agriculture biologique. Et ça veut dire quelque chose quand même. Après, la consommation de bio dans le monde, c'est assez intéressant parce que on peut voir que c'est les États-Unis, le bon vieux pays de l'oncle Sam, qui domine le marché, avec notamment 40% de la consommation totale de produits bio par pays. L'Europe aussi truste des bonnes places en tête, la France, l'Allemagne. Et ça a été quand j'ai retransmis ces données en interne, ça a tout de suite beaucoup intéressé, parce que ça a permis d'avoir des données et de comprendre et savoir quel endroit ce projet peut être amené. Et il y avait aussi la possibilité, à travers ce projet bio, de mettre un pied dans la porte pour ouvrir le champagne Chassenet sur de nouveaux marchés. Donc notamment aux États-Unis, où ça peut être très intéressant. Maintenant, qui consomme du champagne? Donc ça, j'en ai un peu parlé dans mes podcasts, mais je vais revenir dessus très brièvement. On peut voir que, quand on compare ça au bio, l'âge moyen du consommateur de champagne est beaucoup plus élevé. Ça s'explique notamment par le fait que ce soit un produit qui est relativement cher. Et quand on entrecroise ces données, du bio et du champagne, on arrive à obtenir le consommateur type.
Pour ce projet de la gamme bio, j'ai dû m'intéresser à l'existant. Donc là, vous avez 4 exemples de champagne bio vendus chez des cavistes ou en grande surface, notamment pour le champagne Canard du Chêne. Il faut savoir que c'est assez étonnant, mais visuellement, dans l'habillage de ces bouteilles, on reste dans des codes classiques. On retrouve l'utilisation des collerettes, on retrouve de la dorure sur les étiquettes, du vernis relief, toutes ces choses qui, je vais en reparler plus tard, mais qui entrent un peu en contradiction avec les valeurs que défendent le bio. Il faut savoir aussi que le prix moyen d'une bouteille de champagne bio vendue, c'est à peu près 22 € hors taxe. La répartition des ventes de champagne bio en pourcentage selon les circuits, alors il faut voir que c'est les cavistes et la vente directe qui restent en tête. Très peu de parts de marché pour les magasins bio spécialisés. Et cette donnée que c'est chez les cavistes où se vend le plus de champagne bio, c'est intéressant parce que ça a permis d'orienter mes pistes sur ce qui pouvait être intéressant de développer, mais ça j'en reparle aussi après, vous n'en faites pas. La part des ventes bio de bouteilles à l'export, ça reste comme pour les bouteilles classiques, c'est à peu près 50-50. Je me suis aussi intéressé au code graphique du bio. Alors les codes graphiques du bio, on a plusieurs choses. Ça va du bio affirmé, en passant par le classique qu'on a tous vu et revu, que j'ai appelé le bio vert, où on va utiliser de l'herbe, du vert pour exprimer que c'est la nature, presque kitsch parfois. C'est important de connaître ces codes, parce que nous, ça va permettre de pas tomber dans le ridicule ou dans le vu et revu. Et dans cette idée-là, on a le bio type craft, naturel. C'est beaucoup utilisé en grande surface pour les produits de grande consommation, notamment produits laitiers. On a beaucoup ce type de présentation. Il y a une autre présentation, un autre code graphique du bio qui est assez intéressant. J'ai appelé ça la pureté, blanc innocuité. Et on va passer par l'expression d'un produit qui a été traité avec beaucoup de soin à travers juste l'épure et l'absence. Et ça, je pense que c'est un axe important qui va nous servir à développer visuellement cette prochaine gamme. On a aussi un axe que j'ai appelé la naturalité, là, un peu plus d'expression dans les formes, de couleurs. On reste sur des choses simples, mais c'est un peu plus libre et un peu plus créatif que des propositions comme le verre ou l'utilisation de craft qu'on a vu avant. Et il y a aussi quelque chose qui est utilisé dans le bio, c'est ce que j'ai appelé le storytelling. C'est là où les marques vont expliquer le pourquoi, du comment, la création de ce produit. Mais c'est quelque chose qui est quand même très peu utilisé dans les produits issus de l'agriculture biologique. Et je pense que c'est un axe à vraiment développer, dans le sens où quand on arrive à transmettre la connaissance et le savoir au consommateur, il est plus à même de faire les bons choix. Et c'est aussi un esprit qu'on va essayer d'insuffler à travers ce projet. Je reviens sur un point important, mais vous avez le podcast carrément où j'ai interviewé Valérie Frison. Donc Valérie Frison, c'est qui, pour resituer dans le contexte? C'est la première vigneronne certifiée agriculture biologique de la coopérative Chassenet d'Ars. Donc c'est pas n'importe qui. Et je l'ai interviewé le 5 novembre dernier. De ce qu'on en tire de cette interview, c'est des phrases, valeurs très importantes qui vont nous servir à guider ce projet et à l'amener dans la direction la plus honnête et légitime. Par exemple, je peux citer des phrases avec tout le soin que nous mettons dedans dans ce champagne. En tant que vigneron, c'est un produit qui ne peut être que beau. Mais il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est un produit qui n'a pas besoin de faire semblant ou d'être déguisé. Et ça, le consommateur le ressent. Les gens en face ont la même logique. Ils sont très simples, mais très efficaces. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne l'idée de ce à quoi ce produit doit ressembler. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il n'a pas marché, c'est que il y en avait trop de fioritures. Le consommateur ne comprenait pas, ça pouvait pas marcher. Alors maintenant, comment continuer cette réflexion du bio autour de la bouteille ? J'en ai parlé aussi dans le podcast, mais je vais resynthétiser. Donc l'habillage d'une bouteille de champagne, ça se compose de 3 parties, la coiffe, la collerette et l'étiquette. Donc la coiffe, on pense souvent que c'est composé en majorité d'aluminium, mais c'est faux, il y a une partie de polyéthylène. L'étiquette, il faut savoir que il y a très peu de traçabilité. Pour avoir échangé avec les imprimeurs, il y a très peu de traçabilité sur d'où proviennent les papiers, comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. Et il y a beaucoup de controverses et de problèmes dans la fabrication du papier, notamment avec la plus grosse entreprise asiane, Pulp and Paper, qui a été beaucoup critiquée. Donc ça, c'est pareil, c'est des démarches et une transparence qu'il va falloir mettre en place sur ce projet, afin de faire les meilleurs choix, pas seulement en surface, mais aussi en profondeur. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ma maître d'apprentissage, Léa, m'a emmené pour visiter l'imprimerie Brodart à Arcis-sur-Aube. Donc là, vous pouvez me voir dans une tenue de beau gosse. Et c'était vachement intéressant parce que on a pu se rendre compte de
l'envers du décor, toute cette partie qui est cachée du consommateur. Et en fait, c'était vachement intéressant parce qu'on soupçonne pas, personnellement, je soupçonnais pas à quel point l'impression pouvait être polluante en termes de quantité de matière jetée. Et là, pour le coup, à l'imprimerie, la quantité de papier jeté. Toutes les semaines, chez Brodart, ils jettent 2 bennes de 12 mètres cubes. Donc ça représente une quantité de papier énorme. Et l'idée aussi, à travers ce projet bio, c'est d'essayer de réduire cette quantité de déchets. Alors, on va pas sauver le monde, mais si tout le monde essayait d'en faire autant, je pense que c'est là que les choses changent. Cette réflexion, ça peut se porter sur plusieurs points, notamment le calage machine, comment on améliore ça, la quantité d'étiquettes par rouleau, comment on optimise ça afin d'avoir le moins de distance de rouleau. Donc on va essayer de pousser la chose jusqu'au bout. Et l'intérêt aussi, c'est que toutes ces recherches, toutes ces innovations et cette amélioration qu'on va essayer de faire, l'idée c'est de la retransmettre aux consommateurs et de montrer, entre guillemets, l'envers du décor. Voilà la recherche qu'on a fait là-dessus. Voilà comment on a poussé la démarche, pas seulement dans la bouteille, mais aussi tout autour. Pareil pour le marquage à chaud. Le marquage à chaud, c'est un procédé, c'est difficile à dire, marquage à chaud. C'est un procédé qui est extrêmement polluant dans le sens où il y a beaucoup de déchets. Alors certes, c'est recyclable, mais un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Et mettre de la dorure à chaud sur une étiquette, ce serait contre-implicite. Faudrait pas le faire. Faut pas le faire. La collerette, c'est un élément non indispensable de la bouteille. Elle sert juste à tenir la coiffe, mais il existe des coiffes qui tiennent très bien d'elles-mêmes, sans l'aide de la collerette. Et le problème, c'est que inévitablement, ça consomme du papier, de l'encre, etc. Et même un budget aussi pour le développement d'une cuvée. Ce qui est aussi intéressant sur la collerette, c'est que c'est une forme un peu bâtarde, dans le sens où elle n'est pas calable comme une étiquette pourrait l'être parce qu'elle est rectangulaire. Ce qui fait que, comme vous pouvez voir, il y a énormément de gâchis de papier. Alors je me suis un peu amusé à calculer combien ce gâchis de papier pouvait représenter. Et par exemple, pour une production de 5000 bouteilles, on serait à 25 kg de papier économisé juste en évitant d'utiliser des collerettes. Alors en résumé, l'arrivée de cette nouvelle gamme bio dans le paysage de Chassenais, c'est quelque chose de tout à fait normal et légitime, dans le sens où c'est une coopérative qui unit des hommes, des femmes, des vignerons, des vigneronnes. Et c'est une coopérative qui a toujours su aller de l'avant, qui a toujours su, comme toute bonne coopérative qui se respecte, ça a toujours su aller de l'avant, se réinventer. Et le bio est une innovation, et ça entre dans cette démarche. Et c'est pas un produit qui sort de nulle part, c'est un produit qui fait preuve de conviction, de valeur humaine. Et c'est aussi un produit, quelque chose qui entre en accord avec les valeurs que Chassenais a su prendre, notamment avec la labellisation Vigneron engagé qu'elle a obtenue depuis 2 ans maintenant. Ça entre aussi en valeur avec l'objectif Ozon 2025 qui implique plus de respect et de contraintes d'un point de vue de l'utilisation et de produits phytosanitaires et de produits polluants. Et j'ai trouvé important de mettre en avant la phrase que j'entends souvent de la parole des vignerons, nous sommes des passeurs. Et il y a tout le temps cette idée de on sera pas là toujours et il faut qu'on transmette les meilleures choses, on va dire. Et ce respect de la terre, cette conviction de bien faire les choses, ça passe aussi par cette gamme bio. Donc pour résumer mon point d'attaque qui était le bio se vend mal, j'ai trouvé 5 réponses. Elle est mal ciblée auprès du consommateur. Ça découle de tout ce que je vous ai présenté avant. Elle a trop été considérée comme un champagne dit classique. Les enjeux n'ont pas forcément été saisis et les valeurs et convictions des vignerons ne peuvent pas être comprises par le consommateur. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a une contradiction entre ce que cette cuvée est et la façon dont elle apparaît. Et on se retrouve face à un produit qui se révèle être déguisé, là où il devrait être honnête, comme Valérie Frison nous l'a dit dans son interview. Et j'en arrive à la problématique comment faire valoir les engagements RSE et environnementaux pris par l'entreprise par le biais de la gamme bio. Et le but étant de faire comprendre aux consommateurs tout ce que ça peut refléter et l'honnêteté, la légitimité de Chassenais de faire quelque chose de bio. C'est pas une gamme bio qui est là parce qu'il y a un marché potentiel. C'est une gamme bio qui découle de convictions, de valeurs humaines. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Il faut que ça se ressente à travers la bouteille, il faut que ça se ressente à travers l'étiquette, à travers la façon dont elle est communiquée, dont elle est vendue, et tout de A à Z. Pour remettre dans le contexte de ce qui m'est demandé,
il m'est demandé de créer l'habillage et le développement de la gamme bio qui va sortir, qui va s'appeler les Authentiques. Et dans cette gamme se trouvent 2 cuvées. La cuvée millésime 2014 et le BSA. Ce qu'on appelle un BSA, ça veut dire un brut sans année. Et donc, il va falloir réfléchir au développement de ces 2 cuvées. Et les habillages ne vont forcément pas être les mêmes. Et le millésime, on va devoir y ajouter une valeur importante. Ça va un peu être le porte-étendard de cette gamme. Et j'ai basé mes réponses à cette problématique sur 2 axes. Le jeu de la transparence, de l'authenticité et un aspect engagé et revendiquant. Donc ça, c'est les propositions que j'ai amenées devant mon entreprise. Ce qui était demandé de base, c'était un habillage, donc réfléchir à la coiffe, la collerette et l'étiquette. Mais ce serait vraiment dommage de s'arrêter là, parce qu'il y a tellement moyen de faire plus pour donner de la valeur, tout simplement, à cette cuvée, cette gamme. Alors il y avait l'idée d'une création d'un étui ou un écrin, mais tout en se détachant de l'étui traditionnel de champagne qu'on peut connaître, c'est-à-dire cet étui rectangulaire en carton qu'on va acheter 30 secondes après avoir sorti la bouteille. Ça peut passer par un autre médium, trouver quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment avec l'utilisation de papier très léger, de papier de soie ou des emballages différents. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et ça leur a beaucoup plu et ça va être un point à développer. Il y a aussi l'utilisation d'un QR code. En fait, tout ce que je vous ai expliqué avant sur comment on va optimiser les techniques d'impression, comment on va essayer de réduire le plus possible tous les déchets engendrés par l'habillage et la création de cette gamme bio, eh ben, on ne pourra pas tout expliquer sur l'étiquette. Il va falloir trouver un moyen de retransmettre cette info et ça peut passer par un QR code. Et ce QR code qui se trouvera derrière la bouteille, il y avait Krug qui avait fait ça, dans le sens où il y avait un numéro de série sur chaque bouteille, et quand on rentrait ce numéro de série sur leur site internet, ça nous donnait la date de mise en bouteille du champagne, quand est-ce que ça a été dégorgé, etc. Et ce QR code que nous, on pourrait mettre sur nos étiquettes, ça nous renverrait sur le site internet. Et sur le site internet, on viendrait détailler précisément toutes les étapes qu'on a fait, la recherche, l'optimisation. Et ça, ce serait super intéressant de retransmettre ça tout simplement aux consommateurs. Et sur ce site, on pourrait tout simplement venir y mettre une vidéo intuitive et explicative, un peu dans le même format que Bref, dans le sens où on retransmet des informations rapidement, efficacement, avec du rythme. Et ça, c'est aussi une solution qui a beaucoup plu, l'idée du QR code et de la vidéo, donc je pense que je vais intégrer ça dans mon projet. Ciblé à plus long terme, il y avait l'idée d'une campagne de publicité digitale. Et sur cette campagne de publicité digitale, tout simplement, on viendrait mettre en avant les enjeux, les engagements pris par Chassenet au travers de la gamme bio qui servirait de porte-étendard un peu au reste de la gamme. Aussi, quelque chose de très intéressant qu'on va essayer de mettre en place, cette gamme bio, elle va servir de laboratoire, entre guillemets, comme un concept car pour les marques automobiles où on va venir tester des choses. Et si par exemple on trouve des solutions d'habillage, je vous ai parlé de la collerette précédemment, si on trouve des solutions d'habillage convaincantes, et ben peut-être qu'on arrivera à ne pas les utiliser et adapter ça sur tout le reste de la gamme. Et imaginez, bannir l'utilisation de la collerette sur une production annuelle de 500 000 bouteilles par exemple, ça pourrait représenter 2,5 tonnes de papier économisé. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Après, sur l'autre axe, un aspect engagé et revendiquant, il y avait d'autres solutions. Comment ancrer Chassenet, justement, dans la revendication et la légitimité de ce qu'elle proclame. Tout d'abord, je pense qu'il faut approfondir la charte graphique, parce que toutes les bouteilles de Chassenet se ressemblent, en fait. Ça passe, ce qui a été mis en place avant, ça passe par une diversité de la couleur, mais mine de rien, ça reste quelque chose qui est très pauvre. Et on a la même typologie d'étiquette qui revient, avec simplement une évolution du motif sur le bas de l'étiquette. Et c'est la seule chose qui différencie les gammes. Et pour avoir échangé avec les consommateurs et des gens dans l'entreprise, c'est difficile de s'y retrouver. Donc avec cette gamme bio, il va falloir amener un nouveau code couleur et un déploiement, un approfondissement du motif texturel et graphique. Il y a aussi ce que j'ai appelé le coffret réservé à la presse Pack RP. Après un échange avec Benoît, le directeur commercial, il m'a dit que finalement la presse, ça vend très peu de bouteilles. Ce qu'il faut, c'est les commerciaux, c'est eux qui nous vendent des bouteilles. Et il y a aussi cette problématique de passer un message à rebond. Comme je vous ai dit précédemment, la plupart des bouteilles bio qui seront revendues, ce sera à travers les cavistes. Et nous, on n'y sera pas directement pour expliquer la démarche qu'on a fait. Donc comment on passe un message à rebond, comment on transmet l'idée de de tout simplement nos recherches derrière, à travers le caviste. Et j'avais eu l'idée d'un présentoir, mais finalement, c'était pas une bonne idée. Et on s'est plutôt intéressé sur l'idée d'un coffret, quelque chose de spécialement pour les commerciaux, de sorte à ce que quand ils vont devant un client, ils présentent un peu leur dispositif, toujours
produire ça dans la même idée de conception, d'économie de matière et de réemploi que précédemment, mais faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit beau et qui tout simplement fasse valoir un peu la légitimité de ce projet. Et ensuite, ciblé à plus long terme, dans cet axe engagé et revendiquant, il y avait l'idée de sponsoriser un événement ou un sportif engagé qui pourrait entrer en relation ou tout simplement en accord avec les marques, avec les valeurs de Chassenet et de cette cuvée. Bon, je peux pas vous parler de champagne biologique sans vous parler de la maison de champagne Telmont. La maison de champagne Telmont, c'est une maison qui a été fondée au début du XXe siècle et ça a été racheté il y a 5 ans par Rémi Cointreau. Eux, leur idée, c'est de convertir tout leur sol en biologie. Et ils ont une approche vraiment différente dans le monde du champagne. La façon dont ils communiquent, c'est vraiment innovant. Et en traînant quelques minutes sur leur site, on peut regarder qu'ils ont pris des engagements très forts et ils n'hésitent pas à les mettre en avant. Et ça, c'est des choses qui marchent. Et c'est assez inspirant, la façon dont ils communiquent, la façon dont ils travaillent avec leur champagne. C'est assez inspirant. Pour faire une ouverture sensible sur ce sujet, il y a plusieurs points qu'on peut mettre en avant. Alors il faut savoir que dans la Côte des Bars, comme on peut voir sur ce schéma, sur cette vue en coupe du bassin parisien, il y a un intérêt pour le sol très fort, il y a un intérêt géologique très fort. Dans la Côte des Bars, on a ce qu'on appelle le sol chiméridien. Chiméridien, qu'est-ce que c'est ? C'est une ère géologique qui remonte au Jurassique inférieur. Et c'était à peu près il y a 165 millions d'années. 165 millions d'années, qu'est-ce qu'on avait sur Terre à ce moment-là ? On avait pas mal de dinosaures, on avait des pliosaures, des archéoptérix, des Kangfongiatus. Je crois qu'il y avait même le premier live TV de Michel Drucker, mais ça reste encore à confirmer, c'était peut-être même plus ancien. Et c'est un aspect intéressant, peut-être à mettre en avant sur le développement de cette gamme, dans le sens où c'est un sol qui va être composé majoritairement de calcaire, qui se différencie de la vallée de la Marne, Reims, Épernay, où là ça va être de la craie, et ça va apporter quelque chose de plus vif dans le goût des vins. Ça se manifeste aussi, par exemple, quand on regarde les coteaux des vignes, les routes horizontales, elles sont pas là par hasard en fait, elles ont été creusées à cet endroit-là parce que c'est là où elles passent exactement entre deux strates géologiques. En fonction d'un côté de la route, on va avoir un sol avec des gros morceaux, des blocs calcaires, et de l'autre côté, 2 mètres à côté, strates géologiques différentes, là ça va être complètement argileux, et c'est les deux composants qui composent le sol dans la Côte des Bars. Ça va être un sol calcaire et argileux. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait que cet aspect de la terre, de qu'est-ce que la terre apporte au vin, c'est vu et revu dans le sens où toutes les marques de champagne, de vins divers, c'est un aspect qu'elles mettent en avant. On compte plus les communications, campagnes de pub qui mettent cet aspect-là en avant. Et c'est pas forcément matière assez différenciante. Il y a un aspect de la nature aussi qu'on peut mettre en avant, et c'est quasiment tout le temps ce qui est fait à travers le bio, c'est cet aspect naturel. On va mettre en avant des représentations graphiques de feuilles, d'arbres, de nature. Et essayer de faire ça à travers le développement visuel de cette cuvée bio, notamment sur l'étiquette, ce serait peut-être tomber là aussi dans le déjà vu. Et je pense que le point important, il se fait plus. Moi, ce que je vois à la coopérative, ce que Chassenet est, c'est pas une marque de champagne de luxe où tous les jours, il y a des gens avec leur grosse Rolls-Royce qui viennent chercher leur caisse de champagne. Mais c'est une histoire de famille, une histoire de femmes, une histoire d'hommes qui cultivent la terre depuis 3 générations pour certains dans la coopérative. Et c'est cet aspect humain fort, sans fioriture, ce travail, l'envie d'aller de l'avant. Et le bio, c'est ça aussi que ça représente. C'est l'évolution constante. Et l'envie des convictions, comme je l'ai dit avant, des convictions, des valeurs humaines. Et comment on met en avant ça à travers cette cuvée bio ? Ça reste encore en cheminement, ça reste encore en questionnement. Je pense avoir trouvé des pistes visuelles sur comment expliquer ça. Mais pour moi, la matière différenciante, et là où ça va être intéressant visuellement, ça va être développer cet axe-là, cet aspect humain que représente le bio. En fait, je suis content parce que ce projet, il prend une tournure vraiment intéressante. Et je l'ai senti au rendez-vous de cadrage, c'est qu'il y a cette envie dans l'entreprise de vraiment bien faire les choses. Et pour avoir échangé avec les imprimeurs, on se rend compte que c'est vraiment pas toutes les maisons qui font ça, dans le sens où quand on demande aux imprimeurs de la traçabilité sur les solvants utilisés pour les vernis ou d'où proviennent le papier, en fait ils nous regardent avec des yeux béants en nous disant mais personne nous demande jamais ça. Et c'est un peu ça aussi le challenge de ce projet, c'est d'aller chercher des infos que les fournisseurs, les collaborateurs n'ont pas forcément. Et ça nécessite d'avoir des collaborateurs qui ont envie, des partenaires qui ont envie de
faire avancer les choses de la même manière que nous. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais je sens que plus on va avancer dans le projet, et plus il va y avoir des éléments qui vont être difficiles d'obtenir. Notamment, je parlais de la traçabilité du papier, mais j'ai vraiment l'impression que là-dessus, on va avoir du mal à obtenir des informations. Pareil, j'ai posé des questions sur d'où proviennent les cols, de quoi sont constitués. Et là, les imprimeurs, ils nous ont regardé, ils nous ont dit « mais personne ne nous demande jamais ça ». Et pourtant, des entreprises de champagne qui communiquent sur leur démarche RSE, sur leur bienveillance et leur envie de travailler de façon éco-responsable, eh ben, on se rend compte que beaucoup ne font les choses qu'en surface, et ça doit être pareil dans plein de domaines. Donc c'est ça aussi un peu la problématique de ce projet, c'est on fait les choses, on les fait bien, mais dans la profondeur. Et une fois qu'on a fait ça, comment on l'explique, et comment toute cette face cachée, on la retransmet au consommateur. J'ai hâte de continuer ce projet, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Pour parler des deadlines, les prochaines deadlines à venir, ça va être fin février, la création de l'étiquette, afin de tirer des BAT rapidement, pour pouvoir lancer ça en impression, étant donné tous les problèmes qu'on a sur les problèmes de matières premières. Il y a souvent beaucoup d'échéances et de délais très difficiles à respecter pour les entreprises parce qu'elles n'ont pas les matières premières. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça va être un projet très intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous tiens au courant. Keep on touch. On se revoit bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus.